première question, c'est l'absence de taux de change entre les pays de la zone euro fait-elle du système Target, donc justement tu viens d'évoquer, un outil de régulation qui remplace les réserves de change? Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que Target, hein, comme vous savez, c'est au début du fonctionnement de l'euro, une banque allemande prêtait à une banque espagnole qui faisait un crédit, un espagnol qui achetait un logement. Ceci s'est complètement arrêté avec l'arrêt de la circulation des capitaux. Et il y a une partie qui a été, toute petite partie, hein, qui a été compensée par le fait que la banque allemande se met de ce fait à avoir un excédent de liquidité. Cet excédent de liquidité, elle le dépose à la Bundesbank, qui le prête à la Banque centrale d'Espagne, qui, elle, va le prêter à la Banque espagnole. Donc, on a rétabli une certaine mobilité des capitaux entre banques au travers des prêts entre banques centrales. Alors, ça n'a compensé qu'une toute petite fraction de la règle de la mobilité des capitaux. Alors oui, effectivement, ça ressemble aux réserves de change. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de prêter à un pays qui n'arrive plus à s'endetter. Ce n'est pas exactement l'équivalent d'une réserve de change, c'est plutôt l'équivalent d'une ligne de soutien du FMI à un pays en difficulté. Je dirais, la Banque centrale d'Allemagne prête aux pays, les pays en difficulté où il y a un déficit de liquidité. C'est plutôt l'équivalent d'une ligne FMI. Je n'ai peut-être pas été assez clair sur la raison pour laquelle la mobilité des capitaux s'est arrêtée, mais en fait, je l'ai évoqué. Après la création de l'euro, les taux d'intérêt s'effondrent. C'est-à-dire, la Grèce, on passe de 25 à 5%, en Italie, on passe de 15 à 5. Et ça fabrique une énorme bulle immobilière, on l'a dit. Et les Allemands, les Hollandais s'aperçoivent que leur épargne a en grande partie financé la bulle immobilière en Europe du Sud. Donc évidemment, ça ne leur plaît pas, d'ailleurs ils ont raison. Donc si on veut rétablir la mobilité des capitaux en Europe, ce qui n'est toujours pas fait du tout, hein, il va falloir convaincre les Allemands, les Hollandais, etc., que s'ils prêtent à l'Europe du Sud, ça sera pour financer des projets d'investissement intelligents et pas des bulles immobilières. Donc, il va falloir les convaincre du sérieux des investissements qui seront faits. C'est que les Espagnols avaient une spécialité qui était l'aéroport sans avion financé par des crédits internationaux. Donc, évidemment, il faut sortir de ça. Et comme je l'ai dit, on n'a pas su gérer les conséquences de l'effondrement des taux d'intérêt dans ces pays qui, tout d'un coup, ont fait exploser l'endettement. Et cet endettement, il a financé n'importe quoi. Et évidemment, ça a persuadé les Allemands et les Hollandais qu'il fallait qu'ils arrêtent de prêter leur épargne à ces pays pas sérieux qui en faisaient n'importe quoi pour le prêter à un pays sérieux qui est les États-Unis. Merci Patrick. Une de nos collègues nous demande d'expliquer, te demande d'expliquer pourquoi on a eu l'arrêt de la circulation des capitaux en Europe. Oui, je viens de répondre, Béatrice, parce que une réalisation de la part des pays prêteurs que leur épargne est mal utilisée dans les pays emprunteurs, par exemple pour financer une bulle immobilière. Et ils en sont toujours là aujourd'hui, c'est-à-dire un assureur vie allemand n'a toujours pas envie d'acheter de la dette publique de l'Espagne ou de la dette bancaire de l'Espagne, 12 ans après la crise des subprimes. Donc, il faut changer cette perception. Alors, l'astuce du plan de relance New Generation EU, c'est que du coup, c'est la Commission qui s'endette. Donc, la Commission s'endette et elle va financer des investissements en Italie avec l'épargne des Allemands, mais c'est intermédié par la Commission. Donc, l'assureur allemand qui achète de la dette de la Commission, à la fin, il va financer un investissement en Italie, mais pour lui, le risque qu'il prend, c'est le risque commission, qui est un risque inexistant, emprunteur AAA, etc. Donc pour l'instant, on a résolu ce problème. Le plan de relance européen, c'est une des manières de rétablir la mobilité des capitaux en mutualisant l'endettement et en le faisant faire par la Commission plutôt que par chaque pays indépendamment. Alors justement, tu as une question importante là-dessus. Pouvez-vous expliciter le caractère illimité de la création monétaire par les banques centrales? Et les banques centrales pourraient-elles théoriquement racheter l'intégralité de la dette des États européens? Oui. Il n'y a pas de limite, je dirais, technique ou politique ou réglementaire
à la création monétaire par une banque centrale. Tant qu'il y a de la dette en circulation, la banque, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement de la dette publique, elle achète aussi des dettes d'entreprise. Tant qu'il y a de la dette en circulation, la banque centrale peut l'acheter et créer de la monnaie. La limite, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Il faut comprendre qu'un État, c'est la théorie basique, mais c'est vrai, quoi. Un État peut se financer de deux manières, soit en émettant des obligations, soit en faisant créer de la monnaie par la Banque centrale. C'est de la monnaie de banque centrale, donc techniquement, ça a la forme des réserves des banques auprès de la Banque centrale. Donc, si vous regardez le bilan agrégé de l'État, je vous enverrai un papier, je t'enverrai, Béatrice, dans 2-3 jours, un papier là-dessus. Je trouve qu'il faut comprendre que la Banque centrale, c'est l'État. Donc, il faut regarder le bilan consolidé de l'État et de la Banque centrale. Donc, au passif de l'État et de la Banque centrale, il y a d'une part la partie des obligations émises qui n'est pas détenue par la Banque centrale, qui est détenue en dehors de l'État, et puis il y a la monnaie créée par la Banque centrale, la monnaie de banque centrale. Donc un État peut toujours décider de financer ses déficits publics en créant de la monnaie. La limite au financement par les obligations, c'est la hausse des taux d'intérêt à long terme. C'est quoi la limite du financement par la monnaie? C'est les bulles sur les prix des actifs. Alors, c'est le fait que quand on crée de la monnaie, cette monnaie est réinvestie dans tout et que si on continue ça trop longtemps, on va avoir une hausse sans limite des prix de l'immobilier, une hausse sans limite de cours boursiers, des spéculations sur à peu près tout, parce que les agents économiques auront trop de monnaie par rapport à leurs envies et ils vont réinvestir cette monnaie dans d'autres actifs. Donc la limite au financement monétaire de la Banque centrale, ce n'est pas une limite technique. La Banque centrale peut acheter toute la dette qui existe, mais c'est que si elle fait ça, elle va faire exploser les prix des actifs. Alors, dans ton exposé, Patrick, tu n'as pas mentionné la question de l'inflation. Et donc, un collègue se demande, ne serait-il pas possible d'utiliser l'inflation comme moyen de dévaluer les dettes publiques et de faciliter leur réduction? Donc, la hausse de l'inflation permettrait-il-t-elle de rendre les taux d'emprunt réels négatifs et de diminuer la valeur réelle des actifs immobiliers et financiers? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réduire les dettes, il faut, soit on peut faire défaut, mais bon, soit il faut que les taux d'intérêt soient plus petits que les taux de croissance. Si les taux d'intérêt sont plus petits que les taux de croissance, la dette augmente moins vite que les revenus, donc le taux d'endettement par rapport aux revenus diminue. Donc c'est la technologie qui est utilisée aujourd'hui. Toutes les banques centrales de l'OCDE maintiennent des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Alors dans le passé, ça se faisait par l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, c'est les taux d'intérêt nominaux qu'il faut comparer à la croissance nominale. Donc l'inflation faisait monter la croissance nominale et les taux d'intérêt nominaux montaient moins, et donc on avait des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance grâce à l'inflation. Pour ça, il faut comprendre qu'il ne faut pas que les taux d'intérêt suivent l'inflation. Si les taux d'intérêt suivent l'inflation, on n'a rien gagné. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, mais on y arrive quand même parce qu'on fait beaucoup baisser les taux d'intérêt. Donc on met, regardez, en France aujourd'hui, l'État français aujourd'hui s'endette à 0,2% à 10 ans. La croissance nominale à long terme, c'est à peu près 3,5% par an. Donc voilà. Donc on le faisait par l'inflation, mais on ne le fait plus. Et puis, dans un monde où les banques centrales sont supposées lutter contre l'inflation, on ne peut plus le faire par l'inflation. Parce que s'il y avait de l'inflation, les banques centrales seraient obligées de monter les taux et on n'aurait rien gagné. Donc, on le fait aujourd'hui justement en profitant de ce qu'il n'y a pas d'inflation pour avoir des taux d'intérêt très bas et beaucoup plus bas que les taux de croissance. C'est ça la technologie moderne, quoi. Merci beaucoup. Et donc, une autre question qui t'est adressée, c'est la mauvaise spécialisation des pays d'Europe du Sud a-t-elle induit une dégradation absolue ou relative de leur situation par rapport à ceux du Nord? C'est-à-dire, doit-on considérer que l'euro a dégradé leur situation ou qu'ils en ont tiré un bénéfice moindre? Non, en termes relatifs, le niveau de vie de ces pays a baissé par rapport à celui d'Europe du Nord. Et la raison, je l'ai évoqué, c'est qu'ils se sont spécialisés dans des secteurs d'activité moins sophistiqués que ceux dans lesquels l'Europe du Nord se spécialisait. La Grèce, c'est tourisme, immobilier lié au tourisme et agroalimentaire. Ça fait quand même un revenu par tête qui est plus bas que l'Allemagne, où c'est nouvelles technologies, bien d'équipements, avions, etc. Donc évidemment, la cause, c'est la spécialisation productive, quoi. Les pays d'Europe du Sud se sont spécialisés dans les industries plutôt bas de gamme ou dans les services ou dans le tourisme.
Et les pays d'Europe du Nord se sont spécialisés dans l'industrie plutôt haut de gamme, dans les nouvelles technologies, dans la finance. Donc évidemment, ça, voilà. Donc c'est bien, mais c'est bien ce que disait Krugman il y a 30 ans, quoi. Je veux dire, on a ça aux États-Unis. Il y a un papier de Krugman de 92 qui s'appelle les leçons du New Jersey pour l'Europe. Hein, où il explique que le New Jersey, c'est un État extrêmement riche, mais que ça se fait au détriment des autres États américains, quoi. Donc on peut pas avoir, on peut pas avoir toutes les, voilà. Donc c'est la spécialisation productive qui fabrique cette hétérogénéité. Et on va pas arrêter, on va pas. Alors on peut essayer de lutter, c'est-à-dire on peut dire on va essayer de favoriser la création d'industries plus sophistiquées au Portugal, en Grèce, dans le sud de l'Italie, etc. Ça va pas aller très loin parce qu'honnêtement, c'est pas rationnel. Si vous voulez, aujourd'hui en Europe, regardez ce qui se passe dans le matériel pour les énergies renouvelables, ça se fait dans le nord de la France et au Danemark, quoi, et un peu en Allemagne. Et donc, c'est normal, la spécialisation productive. On ne peut pas produire tout partout, quoi, ça serait complètement inefficace. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les pays normaux? À l'intérieur d'un pays, on traite ce problème, par la mobilité du travail. Donc, si vous êtes né en Louisiane, aux États-Unis, si vous êtes un génie de l'informatique, vous allez aller bosser en Californie, quoi. Vous n'allez pas rester en Louisiane. Hein. Et par le budget fédéral, où les pays pauvres, les régions pauvres reçoivent de l'argent qui est financé par les impôts des régions riches, quoi. Donc, il faut utiliser en Europe la même technologie que dans les États. Il va falloir accepter la mobilité du travail, c'est-à-dire que les gens iront dans les endroits qui correspondent à leurs études, quoi. Donc, un Grec qui aura fait des études de physique, il ne va peut-être pas rester en Grèce pour avoir un travail. Et puis, il y aura un budget fédéral de plus en plus gros qui réduira les écarts de revenus. Voilà, la piste où on va se forcer à être tous pareils, honnêtement, j'y crois pas. D'où la question également qui était posée, c'est la correction des problèmes structurels de l'Europe doit-elle obligatoirement passer par l'unification des mesures ou des politiques budgétaires? Je sais pas, je comprends pas bien. Enfin, je pense que ça passe par un budget européen fédéral. Alors, un budget européen fédéral, parce qu'évidemment, ça, dès qu'on a un budget fédéral, il y a automatiquement des transferts des régions riches vers les régions pauvres. Hein. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de chaque pays. Donc, le problème, c'est que il n'y a pas d'acceptation politique possible aujourd'hui d'un budget fédéral sur les dépenses courantes. Donc, ce n'est pas demain qu'on va mettre ensemble les systèmes de retraite, la santé. Mais, comme je disais tout à l'heure, il y a une acceptation croissante du fait qu'on peut mettre ensemble les investissements, dans un sens assez large des investissements. Donc, on peut mettre ensemble les nouvelles technologies, la transition énergétique, une partie de l'éducation, la recherche. Enfin, voilà. Et donc, ce qui va se construire, en fait, c'est dans le jargon bruxellois, ça s'appelle une facilité permanente d'investissement. En fait, c'est un budget européen, mais qui est un budget d'investissement, quoi, qui n'est pas un budget de dépenses courantes. Les dépenses courantes, elles resteront financées. Ça paraît logique, quoi. Je veux dire, ça paraît assez compliqué de faire financer les retraites des Français par les impôts des Allemands, quoi. Mais financer ensemble des investissements dans la technologie, dans l'éducation supérieure, dans la recherche, on le fait et on va le faire de plus en plus. Donc voilà, donc je pense que la solution, c'est un budget européen permanent d'investissement qui serait la suite logique du plan de relance. Donc, ça serait de rendre pérenne le plan de relance comme budget d'investissement européen. Oui, et justement, en fait, tu as une question un peu sur ces questions-là. Vous pointez dans votre ouvrage de 2012, La crise de l'euro, un certain nombre de problèmes institutionnels dont on a finalement peu parlé ici, et vous appelez de vos voeux un fédéralisme plus développé en Europe. Oui. Ça, c'était dans ton ouvrage de 2012. Dans quelle mesure diriez-vous que les choses ont évolué depuis? Je l'ai dit, ça a évolué dans le bon sens, hein, parce qu'en 2012, il n'y avait rien. Il y avait un budget européen de 1,1% du PIB, dont la moitié était la politique agricole commune. Hein, et aujourd'hui, on a quand même Next Generation EU. Hein. Next Generation EU, c'est quand même gros, c'est très solidaire, c'est des investissements aux bons endroits, avec un focus sur les pays plus en difficulté. Donc on a quand même fait un pas, alors on passe à le fédéralisme, on appelle ça la solidarité, quoi. Les Allemands sont d'accord pour que ils récupèrent presque 10 fois moins d'argent que les Italiens, quoi. Je veux dire, il faut se rendre compte de ce que c'est comme avancée, quoi. Hein. En 2012, il était hors de question que les Allemands
accepte quoi que ce soit qui ressemble à ce qu'on a fait là avec le plan de relance européen, où les Allemands vont prêter à la Commission pour qu'on puisse investir dans les pays les plus pauvres, quoi. Donc, il y a un progrès qui est fait. Il y a sûr, dont j'ai parlé, il y a 100 milliards d'euros financés en commun pour financer dans les pays les programmes de chômage partiel. Donc, non, on a fait une vraie avancée. Je pense que c'est le changement. Regardez le changement de perception dans le gouvernement allemand, quoi. Enfin, Merkel 2021, ce n'est pas du tout Merkel 2012 pendant la crise grecque, quoi. Donc, il y a un changement complet aussi dans le gouvernement allemand sur cette perception qui a joué un rôle majeur. Non, alors, on peut dire tout ça est peanuts. Ce n'est pas si peanuts que ça. Le plan de relance européen, chaque année, c'est quand même 375 milliards d'euros par an. Le PIB de la zone euro, enfin le PIB de l'Europe, c'est pas la zone euro, c'est 16 000. Ça fait 2,2-2,3% du PIB, quoi. Donc on a créé un budget d'investissement de 2,3% du PIB, en plus du budget de fonctionnement de 1,1. Alors c'est vrai que le budget européen, du coup, quand vous mettez tout, c'est 4% du PIB. Le budget fédéral des États-Unis, c'est 25% du PIB. Donc on est encore très très loin de la dose. Enfin, on est passé de 1 à 4, quoi, sur le budget fédéral européen. Oui, sachant que le plan de Joe Biden, c'est 15% du PIB américain. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est de la propagande démocrate parce que d'abord, dans le plan de Biden, il y a toute une partie qui est des dépenses de protection sociale qui sont automatiques chez nous, dont personne ne parle. Enfin, je veux dire, la gratuité des maternelles, si tu veux, on n'a pas dit que c'était dans le plan de relance. Tandis que chez Biden, il l'a mis. Voilà. Donc, si tu prends la partie qui est vraiment du plan de relance de Biden, c'est 2300 milliards de dollars. Ça, c'est vraiment, c'est pas simplement boucher les trous de la protection sociale. Nous, c'est dans nos budgets automatiquement, si tu veux, donc on ne l'isole pas. Et c'est sur 8 ans. Donc, ça fait 300 milliards de dollars par an. Et en fait, maintenant, c'était réduit à 1750. Donc, ça fait un peu plus de 200 milliards. Ça fait 1% du PIB, le plan de Biden aurait été. Le vrai plan de relance, ce qui n'est pas simplement mettre des bouts de protection sociale, c'est 1% du PIB. Nous c'est 2,5 quand même. Non, le plan européen est beaucoup plus gros que le plan Biden, contrairement à ce qu'ont écrit les journaux anglo-saxons. Alors, une question importante parce qu'on voit la montée faramineuse de l'épargne. Et une question t'est posée, est-ce qu'il y a un risque avéré que l'épargne de précaution qui est liée à la non-consommation des ménages européens, constituée massivement lors de la période Covid, ne s'investisse pas dans d'autres zones de l'économie mondiale au rendement plus élevé, Chine, Émirats arabes unis et surtout Nasdaq, ou par la simple volonté de diversification? Merci Frédéric de cette question. Non, mais je l'ai dit très rapidement, j'y reviens. Oui, bien sûr. Le vrai problème qu'on a, c'est que l'Allemagne et les Pays-Bas ont des excédents extérieurs qui font en moyenne 8 à 9% du PIB en Allemagne, en moyenne 11 à 12% du PIB aux Pays-Bas. Ces excédents étaient prêtés au reste de l'Europe en 2009. Depuis 2010, ils sont prêtés au reste du monde et en particulier aux États-Unis. Et ils achètent en partie de la dette du Trésor des États-Unis et en partie, effectivement, des actions des sociétés américaines. Donc, nous avons l'équivalent de entre 3 et 4 points du PIB de la zone euro qui est prêté aux États-Unis ou investi aux États-Unis. C'est totalement débile, quoi. Je veux dire, on a besoin de cet argent en Europe. Donc, c'est pour ça que le plan de la Commission est très intelligent, parce qu'en fait, la Commission va émettre pour financer le plan de relance, et ça va garder en Europe cette épargne. C'est-à-dire que l'assureur allemand qui achetait de la dette du Trésor des États-Unis, il va acheter de la dette de la Commission, d'abord parce qu'il n'y a pas de risque de change, c'est de l'euro, et donc un des résultats, c'est qu'une partie de ce qui filait aux États-Unis de l'épargne européenne va rester en Europe. Donc ça, c'est très malin. Mais c'est vrai, on était dans une situation absurde où les deux pays qui ont trop d'épargne la prêtaient à n'importe qui, mais en particulier aux États-Unis, sauf aux Européens. C'est vraiment absurde. Et moi, j'étais dans des réunions, professionnellement, avec ma casquette de banquier, avec des assureurs allemands qui m'expliquaient qu'eux, vivants, ils ne prêteraient pas un euro à un autre Européen qui allait le flamber, quoi, et qui préféraient prêter aux États-Unis. Alors, une question importante aussi, est-ce que le plafonnement effectif de l'excédent de la balance courante des frugaux, donc les forcer à dépenser dans les pays du Sud, est une solution réaliste, demande un collègue? Oui, mais alors pour l'instant, comme j'ai dit à l'instant, on le fait en se cachant. C'est-à-dire on sait que c'est trop tôt. Je veux dire,
Un fonds de pension hollandais ou un assureur vie allemand, il n'a pas encore envie de prêter à l'Espagne, que ce soit à une banque, à l'État, à une entreprise. Mais il a envie de prêter à la Commission européenne. Donc on va intermédier, en fait, on va intermédier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va intermédier ces mouvements de capitaux, on va les faire intermédier par la Commission. Émetteur triple A, quoi, je veux dire, donc totalement indiscutable. Un assureur allemand n'a aucune raison de refuser de prêter à la Commission, quoi. Alors que prêter à une banque espagnole, il peut s'inquiéter. Donc, pour l'instant, on a cette astuce qui consiste à utiliser la Commission européenne comme intermédiaire dans la redistribution de l'épargne dans des pays du Nord vers les pays du Sud de l'Europe. Et c'est très malin. Alors après, il va falloir les acclimater à y aller directement, mais dans un premier temps, on intermédie. Donc, on aura deux instruments finalement pour rétablir la circulation des capitaux qui seront Target 2, la Commission, et on avait déjà, j'en ai pas parlé, mais c'est très gros, la BEI, la Banque européenne d'investissement. N'oubliez pas que la BEI, c'est des eurobonds. On appelle eurobonds cette tête commune de l'Europe. La BEI, elle met 80 milliards d'euros par an depuis très longtemps. Alors là, la Commission, ça va être 750 milliards en 2 ans. Et la BEI, c'est beaucoup, quoi. Donc en fait, on va avoir trois moyens de faire circuler l'épargne à l'intérieur de l'Europe. Target, donc qui est un substitut à l'interbancaire qui a disparu, et la BEI qui finance des investissements assez, je dirais, sûrs, et puis le plan de relance européen qui finance des investissements un peu plus risqués, un peu plus technologiques, un peu plus d'avenir. Béatrice, je ne t'entends plus. Est-ce qu'il faut revoir le statut de la Banque centrale européenne, Patrick? Alors, il faut arrêter d'abord de dire que la Banque centrale européenne est la cause de nos problèmes parce qu'elle est restrictive et qu'elle veut pas d'inflation parce qu'elle est maîtrisée par les Allemands. Ça, c'était peut-être vrai jusqu'à Draghi, mais depuis Draghi, c'est plus vrai du tout. Donc, mon inquiétude, elle est dans l'autre sens. C'est que la Banque centrale européenne en fasse trop, quoi. Inonde l'Europe de monnaie, ce qui peut être dangereux aussi, quoi. Après, il y a un vrai sujet, c'est quelle est la condition pour qu'une banque centrale soit indépendante? C'est très basé dans la théorie monétaire habituelle. C'est que dans la théorie monétaire habituelle, la politique monétaire n'influence qu'une seule chose, qui est l'inflation, à long terme. Donc l'inflation, c'est un phénomène monétaire, et puis la politique monétaire n'a aucun effet sur l'économie réelle à long terme. C'est le monétarisme de base, quoi. C'est la neutralité monétaire. Bon, c'est juste pas vrai du tout dans les économies contemporaines. Les banques centrales influencent la capacité des États à s'endetter, achètent des dettes privées, achètent des dettes des entreprises, donc influencent la capacité des entreprises à s'endetter, achètent des ABS, donc influencent la capacité des ménages à s'endetter. Donc la politique monétaire, et puis la Banque centrale européenne, elle veut favoriser les dettes vertes, les investissements dans la transition énergétique. Donc les banques centrales, de plus en plus, interfèrent avec l'économie réelle, quoi. Alors, ça pose une vraie question, c'est est-ce qu'elle peut être indépendante si elle fait de la politique économique qui a un effet sur l'économie réelle, sur les déficits publics, sur l'investissement des entreprises, sur les achats de logements, sur le vert? Je pense que non. On voit bien que là, ça vient de la politique économique normale, quoi. Donc, cette séparation des tâches qui était la Banque centrale indépendante, c'est l'inflation et l'État fait tout le reste. C'est fini, quoi. C'est plus vrai du tout. Donc, normalement, les conditions d'indépendance de la Banque centrale ne sont plus du tout remplies. D'ailleurs, les banques centrales sont-elles en réalité indépendantes aujourd'hui? En théorie, oui, mais dans la vraie vie, quand Jay Powell dit il y a 15 jours à Washington, mon objectif, c'est de ramener le taux de chômage des Noirs américains au niveau du taux de chômage des Blancs, est-ce qu'on peut dire que la Banque centrale est indépendante? Donc, peut-être qu'elle est quand même en théorie indépendante et ça pose un problème. Je pense que le statut ne correspond plus au fonctionnement récent de l'économie. Tu as parlé des politiques non conventionnelles mises tardivement en place en Europe en 2015 et un collègue s'inquiète des risques de bulles spéculatives et de nouvelles crises financières avec cette politique non conventionnelle. Je m'inquiète aussi. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On voit bien la dynamique. On veut faire un énorme déficit public, donc on ne peut pas le financer en émettant des obligations parce que ça ferait trop monter les taux d'intérêt. Donc on le finance en émettant de la monnaie et donc on fait monter les prix des actifs, on fait des bulles. Donc évidemment, on est en train de faire des bulles, quoi. Je veux dire, quelles que soient les dénégations des banques centrales, on est en train de faire des bulles et c'est très dangereux. Et en particulier, la bulle immobilière, je pense, est la plus dangereuse de toutes, quoi. Je veux dire, elle va monter les prix de l'immobilier. Rendez-vous compte que sur un an, les prix de l'immobilier en France ont augmenté de 6%.
qui attend ça une année de récession, quoi. Elle est montée de 6%, parce qu'il y a tellement de liquidités qu'il y a plein de Français qui achètent de l'immobilier avec des taux d'intérêt très bas, etc. Donc, il y a un vrai problème, quoi. Je veux dire, alors, comment on fait? C'est-à-dire que si on remonte les taux d'intérêt pour arrêter les bulles, on fabrique des crises de la dette et on empêche aux États de faire des dépenses publiques. Et si on ne remonte pas les taux d'intérêt, on permet aux États de faire des dépenses publiques dont ils ont besoin, mais en même temps, on fabrique des bulles. Donc c'est inextricable ce truc. On s'est mis dans un truc inextricable où, pour éviter la crise de la dette, on fabrique des bulles. Alors la seule solution, c'est ce qu'on appelle le macro-prudentiel, c'est-à-dire c'est des politiques qui, alors même que les taux d'intérêt sont très bas, contrôlent les prix des actifs ou l'excès d'endettement. Aujourd'hui, ce problème, ce n'est pas l'excès d'endettement, ce sont les prix des actifs. Bon, il y a certaines choses qui marchent. D'ailleurs, Biden le fait. On a des expériences au Canada, aux Pays-Bas, en Chine, etc., où on voit par exemple que taxer les plus-values en capital à court terme, c'est un moyen assez efficace pour empêcher des bulles de prix d'actifs. Donc, vous achetez une maison et vous la gardez 10 ans, on ne vous dit rien, mais c'est qu'en Espagne, à la belle époque de la bulle immobilière, à Madrid, un appartement était acheté ou revendu en moyenne tous les 3 mois. Donc là, évidemment, si vous taxez la plus-value, vous allez freiner les choses. Donc il va falloir quand même que les États s'en mêlent pour éviter qu'il y ait des bulles partout, parce que la dynamique là, c'est que les banques centrales vont faire apparaître des bulles partout. Alors, autre question, est-ce que le plan européen n'est pas trop axé sur l'investissement pendant que le plan américain serait trop centré sur la consommation? Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas comparer. Enfin, je veux dire, Biden, il fait des chèques à tous les Américains. Simplement, nous, le système de santé le fait automatiquement. Le système de santé le fait automatiquement. Donc, un Français là qui travaillait dans un secteur en difficulté, il a eu le chômage partiel, son employeur a eu le fonds de solidarité. Aux États-Unis, il n'y a rien de tout ça qui est automatique. Donc, en réalité, c'est pour ça que la comparaison est très difficile, parce que les 1900 milliards de dollars que le Trésor des États-Unis dépense en 2021, essentiellement en faisant des chèques aux ménages, bah, nous, on l'a aussi. Simplement, on l'a automatiquement dans nos systèmes de protection sociale. Je veux dire, on a de la couverture maladie, de la couverture chômage. N'oubliez pas que les Américains, quand ils perdent leur emploi, ils perdent leur couverture maladie dans la plupart des cas. Je veux dire, pas nous. Enfin, je veux dire, donc là, donc à nouveau, c'est très compliqué de comparer, puisque n'oubliez pas qu'en 2020, le PIB en France a baissé finalement. Alors, je ne sais plus quel est le dernier chiffre, c'est 8,2%. Je ne sais plus si c'est 8,2 ou 7,6. Enfin, ça n'arrête pas d'être révisé. On va dire qu'il a baissé de 8%. Le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de 1%. Alors, ce n'est pas tous les ménages, mais il y a des trucs assez bizarres. Il y a un travail qui a été fait par le Conseil d'analyse économique qui montre qu'ils ont regardé tous les comptes en banque et ils ont regardé le pourcentage des Français qui passaient en découvert. Et ils sont aperçus qu'aujourd'hui, il y a moins de passages en découvert, y compris pour les 10% de Français en bas de l'échelle des revenus. Donc l'État a beaucoup donné d'argent. Aux États-Unis, rien de tout ça ne se fait, donc on fait explicitement des chèques, qui d'ailleurs sous Trump étaient signés par Donald Trump. C'était un grand moment. Le mec, ils ouvraient leur courrier, il y avait un chèque signé Donald Trump. Mais nous, on n'a pas besoin de faire des chèques parce que le système social le fait tout seul. Quoi, je veux dire, vous ne perdez pas votre couverture maladie quand vous perdez votre emploi. Aux États-Unis, si. Donc c'est l'État est obligé. Bon, voilà. Donc on ne peut pas comparer. Donc, il ne faut pas comparer la totalité des dépenses de Biden. Il faut comparer ce qui est. Alors, après, est-ce qu'on fait trop d'investissements? Mais j'ai dit au gouvernement français qu'il manquait un plan compétences. Donc, je pense qu'il va y avoir un plan de relance 2 centré autour des compétences. Parce que là, on s'est occupé du vert. 37%, c'est des infrastructures vertes. C'est des smart grids, de l'éolien, du solaire, des électrolyseurs, de l'hydrogène, tous ces trucs-là. 37% quand même. On s'est occupé de la transition énergétique, donc on s'est occupé des nouvelles technologies, on s'est occupé, on a fait le Grenelle de la santé, voilà, dans le Ségur de la santé, mais il manque un grand. Donc moi je dis, je pense qu'il faut un deuxième plan de relance qui serait sur les compétences. Donc l'université, les petites classes, parce que je pense qu'on a un gros défaut de budget en maternelle, en primaire, la recherche fondamentale. Voilà. Il faut l'apprentissage, l'alternance. Il faut être plus d'argent dans tous ces trucs-là. Du coup, en évoquant ça, du coup, tu évoques aussi une question d'un collègue qui s'intéressait au climat, enfin qui posait la question, et le climat dans tout ça, va-t-on vers un c'est gros, verdissement de la parce qu'à politique nouveau, les monétaire? pays ne reçoivent le plan européen que s'ils mettent au moins 37% de l'argent dans la transition énergétique.
Alors, ça peut être de 36 façons, hein. Les Français vont financer le plan hydrogène, une partie du plan batterie électrique, des subventions pour l'installation d'éolien et de solaire, des aides à la rénovation des bâtiments, etc., des aides au changement de chauffage, toutes sortes de trucs, des primes voitures électriques, enfin, c'est très varié. Mais enfin, c'est quand même 37% de l'argent, hein, donc je crois pas, ça n'a pas été oublié du tout, hein. Alors, on sait que les besoins sont considérables, hein. Les estimations, c'est qu'en Europe, si on voulait respecter les engagements climatiques, il faudrait un supplément d'investissement dans les 30 prochaines années qui soit de l'ordre de 2 points du PIB par an. Hein, donc, c'est 2 points du PIB de l'UE, ça fait 320 milliards d'euros par an. Donc, on n'y est pas, quoi, parce que c'est 37% de 300 milliards. Donc, on est plutôt à 100 milliards. On n'est pas encore au niveau qui permet sans doute de rester sur la trajectoire à 1,5 degré. Hein. Enfin, quand même, il y a eu un vrai effort de fait. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un gros effort qui est fait. Comme tu as évoqué les nombreuses erreurs de jeunesse de l'Europe, un collègue se demande, peut-on penser que la construction européenne s'est faite de manière trop hâtive, excusez-moi. Ah ben, moi, je pense quand même que les économistes n'ont été pas bons. D'ailleurs, il ne faudrait pas relire les textes que préparaient pour la Commission les économistes à la fin des années 90. Enfin, je veux dire, aucun économiste officiel, je veux dire, dans les circuits européens, n'avait attiré l'attention sur ce qui se passe quand les taux d'intérêt s'effondrent, sur les risques d'excès de crédit, par exemple. Aucun, je ne citerai pas des noms, mais c'est des noms que vous connaissez en plus. J'ai un excellent camarade qui avait écrit des trucs à la Trichet, hein, que du moment qu'on aurait le même taux de change et les mêmes taux d'intérêt, on aurait les mêmes spécialisations productives et les mêmes économies. Une grosse connerie, quoi. Donc, en fait, les économistes n'ont été pas bons. Les économistes n'avaient pas tiré les sonnettes d'alarme sur les risques de surendettement, sur cette question des spécialisations productives. Il faut comprendre, ça veut dire quoi créer une union monétaire? Ça veut dire une seule chose, c'est qu'il n'y a plus de risque de change. Et donc, quand il n'y a plus de risque de change, qu'est-ce qu'on en attend? On en attend une meilleure circulation des capitaux. Donc, on le fait pour que les capitaux circulent mieux. Et comme les capitaux circulent mieux, ça fabrique assez spontanément de l'hétérogénéité parce qu'ils vont aller là où c'est le plus efficace d'investir, quoi. Donc, si vous avez dans une union économique un endroit qui est super efficace, une fois qu'il n'y a plus de risque de change, il va attirer toute l'épargne, hein, normalement. Et donc, on sait que ce truc fabrique de l'hétérogénéité de façon endogène. Alors, une collègue nous pose une question qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Les obligations détenues par la Banque centrale doivent-elles être remboursées par les États? Comment se passe-t-il lorsqu'elles arrivent à échéance? Alors, ça, c'est la très bonne question. Donc, si quand elles arrivent à échéance ou avant, la Banque centrale les remet sur le marché, ça redevient de la vraie dette. Donc, la question centrale est, est-ce que les banques centrales vont renouveler ces obligations arrivées à l'échéance? Si la réponse est oui, ça devient de la dette perpétuelle. Et comme vous le savez, les banques centrales reversent leurs profits aux États. Donc, comme les banques centrales reversent leurs profits aux États, c'est de la dette perpétuelle gratuite, hein, puisque les intérêts versés par... Ce n'est pas une question de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt étaient aujourd'hui de 25%, la dette publique de l'État français détenue, alors ce n'est pas la BCE, c'est la Banque de France, hein, ce qui est très important, qu'il détient pour le compte de la BCE, est gratuite, hein, parce que l'État français paierait 25% d'intérêt à la Banque de France, mais la Banque de France rendrait l'argent à l'État français puisqu'elle lui rend ses profits. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'à un certain moment dans le futur, la BCE va essayer de faire baisser la taille de son bilan, c'est-à-dire de ne pas renouveler les obligations qu'elle détient. Alors, il faut reconnaître qu'elle n'a jamais dit qu'elle ne ferait jamais baisser la taille de son bilan. Je crois d'ailleurs qu'elle aurait un problème juridique si elle le faisait. Mais dans le passé, elle n'a jamais non plus fait baisser la taille de son bilan. Donc, si vous pensez que la BCE ne fera jamais baisser la taille de son bilan, c'est-à-dire réinvestira les obligations arrivées à échéance, vous concluez que la dette publique détenue aujourd'hui par la BCE a totalement disparu. C'est une perpétuité gratuite, qui était une invention d'ailleurs de Joseph Staline, hein, la perpétuité gratuite, mais ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, ça n'est jamais remboursé, ça ne coûte rien. Donc, en réalité, il n'y a pas de dette Covid, quoi, je veux dire, hein, il y a de la monnaie Covid. Donc, moi, je ne crois pas du tout que la BCE essaiera jamais de remettre sur le marché la dette qu'elle a achetée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va acheter les nouvelles dettes jusqu'à la fin des temps. À un certain moment, elle va sans doute arrêter d'acheter les nouvelles dettes émises.
elle va stabiliser la taille de son bilan. Je ne crois pas qu'elle remettra sur le marché les dettes qu'elle a déjà achetées. Et donc, elle va les rouler à l'échéance. Mais c'est une question centrale, évidemment, elle ne s'est pas engagée à faire ce renouvellement à l'échéance. Voilà, alors tu as aussi une question qui est posée par un collègue et qui est assez longue. Derrière la succession d'erreurs de jeunesse commises par l'UE en matière monétaire et budgétaire, n'y a-t-il pas tout de même quelques problèmes structurels qui ont conduit au problème central de l'hétérogénéité? Notez, il est paradoxal de s'en prendre aux spécialisations alors que Smith et Ricardo nous ont parlé des avantages comparatifs. N'y a-t-il pas un problème de conditions d'insertion dans les échanges internationaux, taux du dollar fixé par le Trésor américain et du yuan fixé par le gouvernement chinois, l'euro n'étant que la variable d'ajustement? Voilà, je te laisse réagir. Alors, j'y crois pas du tout à cette thèse. Ça revient à la thèse de la globalisation dont je parlais tout à l'heure. Je pense que notre problème est interne. C'est un problème intra-UE. Alors, si vous voulez vous en convaincre, je trouve ça spectaculaire. Regardez l'évolution de la balance commerciale de la France par zone géographique. Donc, vous voyez que la totalité de la dégradation de la balance commerciale de la France, c'est vis-à-vis du reste de la zone euro. Un tout petit peu vis-à-vis des pays d'Europe centrale et rien du tout vis-à-vis du reste du monde. Il y a même une amélioration vis-à-vis des pays émergents. Donc, notre problème, il est intra-UE. Je pense qu'essentiellement, notre problème, il est intra-UE. Donc, ça n'a rien à voir avec le taux de change de l'euro. Ça n'a rien à voir avec la concurrence des émergents. C'est un problème intra-euro. Donc, je me suis vraiment persuadé que notre sujet était interne. C'est l'organisation de la zone euro qui pose problème. Mais voilà, si on voyait que notre problème, c'est une énorme dégradation de la balance commerciale vis-à-vis des émergents, on dirait autre chose. Mais il n'y a pas du tout de dégradation de la balance commerciale vis-à-vis des émergents. Ce qui se dégrade, c'est la balance commerciale de la France vis-à-vis du reste de l'Europe. C'est ça qui. Et les pertes d'emplois industriels, c'est vis-à-vis du reste de l'Europe, c'est pas vis-à-vis des émergents. Parce qu'il faut faire du net. Hein. Certes, on importe plus depuis les émergents, mais on exporte beaucoup plus aussi vers les émergents. Et le commerce, le solde du commerce industriel avec les émergents, il ne s'est pas dégradé. Ce qui s'est énormément dégradé, c'est le solde du commerce avec les autres pays européens. Donc moi, je suis persuadé que notre problème, c'est un problème interne. C'est un problème d'organisation de l'Europe. C'est bien le problème de spécialisation. Alors, ça touche après la question des compétences, la question de la formation. Si on pose la question pourquoi est-ce que l'industrie française est 2 fois plus petite que l'industrie allemande et 2 fois et demi plus petite que l'industrie autrichienne ou belge ou finlandaise ou suédoise par rapport au PIB, la réponse, c'est donc je ne crois pas du tout que c'est le taux de change de l'euro. D'ailleurs, quand l'euro était très faible, tous les moments où il était très faible, ça n'a rien arrangé. Hein. Je crois que c'est les compétences, l'esprit de l'innovation, la faible proportion des jeunes qui suivent des études scientifiques, le conservatisme des dirigeants d'entreprise qui ne modernisent pas leur entreprise. Enfin voilà, mais je ne crois pas du tout que c'est notre problème soit les émergents. Je te partage également une question qui est posée par un collègue. Tu l'as abordée, mais je pense qu'il faut peut-être clarifier certains points parce que le collègue te pose cette question. Ne trappe à liquidité. Les taux de la Banque centrale sont quasiment à zéro depuis plusieurs années. Il reste les politiques non conventionnelles qui nourrissent les bulles. Ne faudrait-il pas que la BCE prête directement à la Commission ou aux États pour financer les politiques budgétaires keynésiennes? Oui, mais c'est ce qu'elle fait. Enfin, je veux dire, pourquoi? C'est exactement ce qu'elle fait. Enfin, je veux dire, le problème, cette histoire de marché primaire, marché secondaire, c'est une basse plaisanterie. Donc, la BCE n'a pas le droit de financer les déficits publics sur le marché primaire. C'est-à-dire que les États n'ont pas le droit d'aller chercher. En gros, quand un État, le financement du chômage partiel par l'État français fait du déficit public en finançant le chômage partiel, il n'a pas le droit de faire financer ça directement par la création monétaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il émet une obligation et 2 jours après, cette obligation est achetée par la BCE qui paye en créant de la monnaie. Il y a zéro différence. Donc, en réalité, on est en pleine monnaie hélicoptère. Donc, il y a plein de gens qui disent qu'il faut faire de la monnaie hélicoptère. Rigolade, quoi. Je veux dire, on fait de la monnaie hélicoptère. Quand l'État français finance le chômage partiel ou finance le RSA, tout ce que vous voulez, en émettant de la dette qui est immédiatement achetée par la BCE qui paye en créant de la monnaie, tout se passe comme si la BCE avait donné de la monnaie aux personnes qui sont au chômage partiel. Donc, on est en régime de monnaie hélicoptère déjà.
Donc voilà, il faut arrêter de perdre du temps à réclamer la monnaie hélicoptère parce qu'on est déjà en train de le faire. Et cette histoire de on ne fait pas au primaire, ça n'a aucune implication concrète. Parce que de la dette primaire, ça devient de la dette secondaire au bout de 10 secondes, quoi, je veux dire. Hein. Donc non, non, ça n'a aucun. Non, non, ça, c'est vraiment pas un sujet. Je veux dire, non, la vraie limite de ça, à nouveau, c'est qu'est-ce qui se passe quand on crée plein de monnaie, quoi. Hein. Quand on crée plein de monnaie, on fait des bulles, quoi, on l'a dit plein de fois. Donc c'est ça le vrai sujet. Quels sont les. Et puis les bulles, ça veut dire inégalité patrimoniale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des patrimoines s'enrichissent et les gens qui doivent acheter des patrimoines s'appauvrissent.